and we changed French conditions together. The women's liberation anniversary of Simone de Beauvoir's death, passing on Tuesday. That's why you have some academics, philosophers, who came with me very kindly, and this is a feminist, one of the feminist leaders in France, Juliette, and we are going to put flowers to the tomb. Where are you from? From Germany. Germany. Welcome. 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 Bye-bye. Bye. T'es émue? Bah oui, je suis très émue. Ah, cool. Ah non, mais moi je suis pas avec pleureuse. Ça va? 40 ans, j'étais là. Il y a 40 ans. Heureusement, il y a des personnes comme vous de votre qualité, à tous les quatre. Heureusement, vous êtes là. Bravo pour ton combat. Bon allez, oui, Fleur. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons les femmes esclaves et brisons nos entraves. De nous, asservis, humiliés, les femmes. hello, Mexico. Yes, it's wonderful to see of Simone de Beauvoir's passing. Yes. Okay. And I was with her sister in the van for the funerals. It was very crowded all around here. So it's very emotional for me today to be here with lovely young philosophers and a young French diplomat who is a dear friend and also very active in the women's movement. So here we are. Nice to meet you. Well, it's very nice to meet you, and I'm so delighted. So Tuesday. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons les femmes esclaves et brisons nos entraves. De nous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien pour les salons d'opium philosophie. Donc aujourd'hui et à l'occasion des 40 ans de la disparition de Simone de Beauvoir ce 14 avril 2026, nous recevons Claudine Monteil pour un grand entretien sur Beauvoir et le MLF. Donc Claudine, vous avez eu une carrière de diplomate et en parallèle vous avez rédigé de nombreux ouvrages biographiques sur Marie Curie notamment et sur Beauvoir, sa sœur, mais également sur Sartre. En 2023, vous publiez Mes dimanches chez Simone de Beauvoir, qui est un témoignage sur votre action au sein du MLF avec le soutien conjoint de Simone de Beauvoir. Et ce livre est une réécriture d'un ouvrage paru plus tôt en 1996, Simone de Beauvoir, Le mouvement des femmes, mémoire d'une jeune fille rebelle. En 2011, vous avez publié Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui. Et en 2009, vous aviez publié Simone de Beauvoir, Modernité et engagement, qui retrace l'engagement de Beauvoir dans le monde politique, donc plus globalement, tout simplement le féminisme, mais également son engagement littéraire. En 2003, vous avez également produit ce magnifique témoignage sur votre relation avec Hélène de Beauvoir, que vous avez accompagnée jusqu'à sa mort. Et sur Simone de Beauvoir. Et sur Simone de Beauvoir, donc leur relation en tant que sœur. Absolument. Et en 99, vous aviez publié Les Amants de la Liberté, donc sur la relation de Sartre et du Castor. Parce que j'ai connu Sartre pendant 10 ans. Aussi, oui. C'est Sartre qui a parlé de moi à Simone de Beauvoir. D'accord. C'est grâce à Sartre que j'ai rencontré Simone de Beauvoir. Ah, excellent, d'accord. Et c'est le politique, comme vous avez très bien dit ici. Voilà. C'est le politique. Parce que j'ai été engagée politiquement depuis mai 68. Oui. Pour les droits des femmes, auprès des ouvrières, auprès des mouvements gauchistes.
dans ma jeunesse. Et donc, c'est Anne Zelensky qui vous a... Non, c'est pas Anne C'est pas Anne Zelensky, Zelensky. c'est Anne Zelensky qui m'a dit que Simone de Beauvoir Voilà. voulait me rencontrer. Oui. Je venais d'arriver au MLF, hein, c'était le tout début du MLF, mais c'est Sartre qui avait dit à Simone de Beauvoir, vous devriez avoir auprès de vous la petite Claudine. Petite Claudine, je venais d'avoir juste 20 ans, Oui. j'en faisais 18, j'avais l'air d'en avoir 18, et parce que j'ai aidé des femmes ouvrières, j'ai fait les D'accord. premiers groupes de femmes ouvrières que j'ai aidées, j'ai renéoté des tracts la nuit, et j'allais à l'entrée des usines le matin pour distribuer les tracts pendant que ces messieurs dormaient. Les étudiants dormaient, D'accord. et c'était eux qui réfléchissaient à la révolution, alors que moi-même, j'ai passé quand même ma vie, ma jeunesse, sur 3 continents. La France, les États-Unis, où j'ai connu, ma meilleure amie était noire, était africo-américaine, et j'étais la seule à lui parler. Et nous avons vécu beaucoup de brimades ensemble. Et ensuite, en même temps, j'ai commencé à apprendre le russe très jeune, et je suis partie de l'autre côté du mur de Berlin à l'âge de 15 ans. En 65, pendant la guerre froide, et rencontré les dissidents qui étaient les collègues et amis de mon père. Donc, j'avais quand même une expérience en pleine guerre froide que n'avaient pas les autres jeunes, mais nous n'avions pas le droit, je le dis pour votre génération, nous n'avions pas le droit d'intervenir dans les discussions des groupes gauchistes. J'étais maoïste, hein. Ça m'est passé. Mais c'est pour dire, ça m'est passé assez vite, mais c'est pour vous dire que quand même, ils nous disaient, non, tu peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Ils n'avaient pas mon expérience, d'autres femmes avaient une expérience remarquable, et si j'insiste là-dessus, c'est parce que nous sommes partis du mouvement étudiant post-68, qui était un mouvement en réalité très macho, et nous sommes partis du mouvement post-68 pour aller fonder le mouvement de libération des femmes. Voilà, c'est ça qui explique, et la force de mai 68, si je peux me permettre, parce qu'on critique toujours mai 68, il y a quand même une force extraordinaire, c'est que c'était changer le monde tout de suite. Eh bien, nous l'avons pris à la lettre. Nous étions déçus par ce qui se passait pour les femmes américaines. J'étais très déçue, je connaissais bien les femmes russes, soviétiques à l'époque, enfin russes. De toute façon, les femmes russes étaient victimes de maltraitance. Elles n'avaient rien, elles faisaient des queues 4 à 6 heures par jour pour obtenir un morceau de saucisson pourri. Elles étaient battues par leur mari qui était alcoolique et qui ne faisait rien. Donc, l'égalité entre les femmes et les hommes dont on parlait sur la Russie, c'était un leurre. Donc c'est pour ça que nous avons voulu changer le monde tout de suite. Nous n'avions plus confiance dans les gouvernements, j'insiste là-dessus. Oui, on peut changer le monde, tout de suite. Alors, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Simone de Beauvoir, il y a chez Gallimard un ensemble de textes inédits qui sont publiés. Que j'ai là. D'accord, et notamment, on peut voir justement ce passage maoïste de la période de Beauvoir. Est-ce que Beauvoir également a pu retravailler sur ses positions? Oui, bien sûr. Vous savez, notre période maoïste, elle a été vraiment après 68, juste après 68, parce que le pouvoir avait très peur qu'il y ait un nouveau mai 68. Donc, ils étaient traumatisés. Sous Georges Pompidou, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir, c'est Georges Pompidou qui est élu président de la République. Et qui vient du monde de la banque, qui est un ancien normalien, très littéraire, très cultivé. Enfin, il vient de la banque et surtout, il est obsédé par l'ordre. Donc, il met des gardes mobiles partout, à tous les carrefours dans le quartier latin. Donc, il y avait une ambiance très, très pesante. Donc, Sartre et Beauvoir ont décidé de soutenir les jeunes étudiants, les ouvriers qui réclamaient des conditions plus humaines, qui voulaient aussi des salaires un peu moins misérables. Donc Sartre et Beauvoir, ils ont comme devoir de les soutenir. Et moi aussi. Oui. Et non, donc, mais c'est pour vous expliquer, pardon, je tiens à insister là-dessus, c'est pour vous dire qu'il n'y avait que les maoïstes qui faisaient ça de cette manière-là à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. C'était vraiment, et donc c'était les intellectuels qui soutenaient les classes populaires de manière concrète. Et puis est arrivé le mouvement de libération des femmes, que tous ces messieurs, que ce soit Pompidou, Georges Pompidou et les autres, aucun ne le prenait au sérieux. Et ça a été notre force. Parce qu'on ne nous a pas pris au sérieux, c'est des femmes qui se réunissent. C'est pas sérieux.
Voilà. Vous aviez beaucoup d'humour aussi à l'époque dans vos manières d'orchestrer Oui. des actions. Est-ce que vous pouvez nous raconter 2-3 Alors, je actions? vais vous raconter d'abord mon arrivée au MNF. Oui. Je suis arrivée au Mouvement de libération des femmes avec Marceline Loridan-Evans. Alors, Marceline Loridan-Evans, c'est une qui était de confession juive. Elle a été déportée dans le même camp de concentration que Simone Veil. Ah oui. Sauf qu'elle était plus jeune encore que Simone Veil. Elle était toute petite. Bon. Donc, Marceline Loridan-Evans, elle était mariée à un grand réalisateur néerlandais, Joris Ivens, qui a fait des films, notamment sur la Chine, qui était très connu à l'époque. Et c'était vraiment une boue d'entrain. Quand vous avez vécu le camp de concentration, la Shoah, vous avez envie de vivre. Quand vous revenez, vous avez une soif de vivre extraordinaire. Donc, je lui dis, je vais quitter, parce que j'étais maoïste à l'époque, elle était aussi maoïste, on était ensemble, et je lui dis, tu sais, j'ose pas aller à la première, il y avait eu 2 réunions simplement du MNF. Je suis arrivée vraiment 15 jours après la fondation. Et donc je lui dis, j'ose pas y aller parce que on m'a dit qu'elles étaient horribles, agressives, hystériques, etc. Et Marceline Loridan, qui avait vécu les camps de concentration, qui en avait vu d'autres, elle m'a dit, si tu veux, je viens avec toi, j'aimerais bien voir leur tête aussi. Je viens avec toi. Donc on est arrivé dans cette réunion à l'Institut des Beaux-Arts, rue Bonaparte à Paris, et on est tombé sur une cantine nuée de femmes qui riaient, qui plaisantaient, qu'on discutait, et on était en train de parler de lignes du MNF, nous qui sommes sans passer, les femmes, etc. Bon, eh ben, je ne suis plus jamais repartie. Voilà, c'est pour vous dire, j'appréhendais. C'était le début de ma vie, j'avais 20 ans, voilà. Et c'est là où Anne Zelansky, qui est une grande féministe, qui est une amie que j'aime avec tendresse. Hein. Bon. Anne m'a dit, tu sais, Simone de Beauvoir te cherche, Sartre lui a parlé de toi, elle voudrait que tu viennes à ces petites réunions du dimanche après-midi à 17h. Et c'est là où il faut me pardonner, j'avais 20 ans, Lucie, il faut me pardonner. Et là, j'ai dit à Anne Zelansky, Simone de Beauvoir, elle veut militer avec nous, à son âge. Ben oui, elle avait 62 ans, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus jeune que je ne suis aujourd'hui, moi. Elle avait 62 ans, pour moi c'était une très vieille dame, elle n'avait pas besoin de militer. Et après, ben, si vous voulez, je peux raconter la première entrevue. Alors, justement, vous avez... Parce que vous avez un plan. Il n'y a pas de souci. Vous avez 20 ans quand vous nouez d'amitié avec Simone de Beauvoir, qui donc en avait 62. Et il se passe alors une sorte de phénomène prodigieux, c'est que Simone de Beauvoir, qui depuis ses 12 ans avait une obsession terrible pour la mort, justement rajeunit à votre contact. Et vous dites dans Mes dimanches chez Simone de Beauvoir, Simone nous a offert une jeunesse passionnante. Lui avons-nous offert par la même occasion une seconde jeunesse, je le crois. Alors comment s'est réalisé ce prodige? Le prodige s'est réalisé d'abord que Simone de Beauvoir, c'était épuisant de la voir. C'était épuisant, hein, je tiens à le dire. C'était épuisant pour la raison suivante. Elle pensait très vite et elle parlait, je dis toujours comme une mitraillette, elle parlait à une vitesse terrible, avec un discours très construit, et il fallait lui répondre du tac au tac. Ouais. Je peux vous dire que les 2 heures chez Simone de Beauvoir pendant plus de 4 ans, puis ensuite on a continué, puisque j'ai beaucoup écrit sur elle, hein, puis on était amis, et puis sa sœur habitait chez moi hein, quand elle venait à Paris. Mais c'était épuisant, on en sortait, on était vidé. J'avais 20 ans, elle en avait 42 de plus, c'était moi qui étais vidée. Pourtant, j'ai quand même une certaine énergie, j'avais une certaine énergie. Bon. Alors ça c'est la première chose. La deuxième, c'était que je lui parlais comme une grand-mère. D'accord, ouais. Donc, et je la culpabilisais régulièrement. Sur son féminisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais avec, attention, avec tendresse. Oui, bien sûr. Ouais. Avec tendresse. Elle savait
que je l'aimais. Elle l'avait compris. D'abord, c'était moi qui préparais les taxis, qui organisais, qui allait la chercher. Vous savez, je me mettais au milieu de la rue, j'arrêtais tous les taxis, j'arrêtais la circulation. Non, mais oui, je veux dire, c'était mon idole. J'avais 20 ans, il faut vous dire, quand on a 20 ans et qu'on voit son idole, j'étais prête à mourir pour elle, enfin, j'étais prête à faire une bêtise pour elle. D'accord. Bon, alors ça, c'était une chose. Et puis d'autre part, je la culpabilisais, je disais, bon, ben maintenant, Simone, parce que je voudrais quand même insister sur un point. Il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Lucie, la télévision ne parle pas de nous. Oui, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de la La radio démocratisation. non plus. On n'est pas du tout dans le monde d'aujourd'hui. Oui. La seule chose qui fait venir les journalistes, c'est la seule question qu'ils posent, c'est est-ce que Simone de Beauvoir sera là? Ah, d'accord, oui. C'est la femme à Libye, c'est selon les photos, parce que vous n'imaginez pas, vous, ce qu'était sa célébrité à l'époque. Ah, d'accord. Elle était une célébrité mondiale et elle était une icône. Elle était reçue par les chefs d'État. Dans l'article que j'ai écrit sur la diplomatie, le monde diplomatique, quand il parle de Sartre et Beauvoir, elle est reçue par Nasser. Oui. D'accord? Elle est reçue par Fidel Castro à Cuba. C'est-à-dire, elle s'est battue pour l'indépendance des peuples. Elle a dénoncé la torture, elle s'est battue pour la décolonisation de l'Algérie. Et à telle enseigne quand même qu'elle avait des menaces de mort et qu'elle a dû quitter, Lucie, son appartement 2 ans. Son appartement qui est à côté de chez moi. Rue Schulcher, 2 ans. J'insiste sur 2 ans. Elle est dans Paris, elle est française, et elle doit se cacher d'un appartement à l'autre pendant 2 ans pour éviter de se faire assassiner. Et quant à l'appartement de Sartre, il a été plastiqué place Saint-Germain-des-Prés, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés. Oui. C'est un miracle. Enfin, ils l'ont vraiment complètement détruit. Il y avait la mère de Sartre qui y habitait. Enfin, c'est un miracle qu'elle n'ait pas été tuée. Et il a perdu un énorme manuscrit qu'il n'a jamais pu reconstituer. Dans l'armoire qui a explosé. Dans l'armoire qui a explosé. Donc, tout ça pour dire qu'on parle d'une personne... bon, alors, quand arrive le MLF, nous sommes la première génération des filles du MLF, du deuxième sexe, pardon. Nous sommes la première génération des filles du deuxième sexe. Moi, ma mère m'a donné la vie au moment où elle lisait le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je suis l'enfant du deuxième sexe, et même, comme me disait Simone, l'enfant terrible. Voilà. Mais bon, elle avait raison. Alors, c'est pour arriver au fait que c'était toujours joyeux, nos réunions chez Simone de Beauvoir. On riait comme des folles, et elle était heureuse, puis elle retorquait, elle se mettait à rire. Elle rajeunissait avec nous. Puis quand on l'emmenait quand même faire des manifs et tout ça, elle se trouvait entourée avec des plus jeunes. Et puis moi, je la culpabilisais. Je disais, non, Simone, faut venir, allez. Et donc, dans ce rapport... elle aimait ça. Oui. Elle aimait ça. Que vous appelez de culpabilisation, il faut rappeler que, donc pour nos spectateurs, le deuxième sexe est publié en 1949 et que Beauvoir n'est alors pas ce que l'on peut appeler une militante du féminisme, et ce n'est que dans les années 70 qu'elle s'engage véritablement dans une action militante à vos côtés. Je suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? D'accord. Pardonnez-moi, Lucie. Oui. Je suis pas... Je comprends ce que vous voulez dire et je le respecte. Oui. Mais je ne suis pas d'accord. D'accord. Si je peux me permettre. Ah, c'est très bien, très bien. Si je peux me permettre. Je vais vous dire pourquoi. Non, vous avez tout à fait raison. Qu'entre 1949 et 1970, il n'y a pas de vrai mouvement féministe. Vous avez tout à fait raison. Mais il y a toute la question de l'accès à la contraception. D'accord. Parce que, ne l'oublions pas, il n'y a pas de vraie méthode contraceptive sérieuse. Ce qui fait que les femmes tombent enceintes d'année après année avec des avortements clandestins dans des conditions dramatiques pour la plupart des femmes. Ne l'oublions pas. Si on parle de 800 000 avortements clandestins par an en France. Donc, 800 000 avortements clandestins, ça veut dire qu'il y a à peu près la moitié des femmes adultes qui ont des séquelles de leurs avortements clandestins pour le restant de leur vie. Non, je veux dire, c'est vraiment un cas de santé majeur. Ce que je sais, si je vous dis ça sur Simone de Beauvoir, c'est qu'elle veut absolument que les Françaises aient accès à la contraception. Donc, elle va faire partie du groupe de Lucienne Wirtz et de la médecin Lagro Aveillé, qui est une femme remarquable, qui ont créé
ce qu'on appelle la maternité heureuse. Alors, Il ne faut jamais oublier Oui. le travail de la maternité heureuse parce que ce serait injuste Oui, c'est vrai. Ouais. à l'égard, si je peux me Oui, permettre. Hein. oui, Ce serait injuste. Alors, elle n'a pas fait officiellement partie du conseil d'administration parce que, comme elle avait parlé de l'avortement dans le deuxième sexe, donc elle était considérée comme une scandaleuse, une femme scandaleuse. Donc, pour ne pas faire peur aux médecins, elle n'a pas été membre du conseil d'administration. Mais elle a travaillé avec eux en permanence et elle s'est vraiment battue pour l'accès à la contraception. d'accord. Donc dans ce qu'on nomme, nous, le ventre mou du féminisme, c'est-à-dire cette période avant Non, les mais années vous avez 70, raison, il y a... c'est- Oui, oui, bien sûr. Si, vous avez Oui, oui. raison, c'est le ventre mou Oui. du féminisme. Vous avez parfaitement raison. Il y a une autre chose importante qui se passe à ce moment-là, Oui. si je peux me permettre, Oui. parce que c'est un événement qui d'ailleurs rejoint ce qui se passe ces jours-ci, mais qui n'a pas du tout qui a beaucoup plus d'effet à l'époque. Il y a que une femme est envoyée seule autour de la Terre. Ah oui. Oui. C'est la cosmonaute russe Valentina Tereshkova. Oui. Vous ne mesurez pas ce que ça représente aujourd'hui, mais il y avait eu simplement un homme, Yuri Gagarin, qui avait fait le tour de la Terre. Et les Russes ont battu les Américains là-dessus en envoyant une femme seule autour de la Terre. Et d'ailleurs, dans le livre qui est apparu le 2 avril, on retrouve le texte inédit de Simone de Beauvoir Voilà. sur cette question. Sur cette Oui. question. Oui. Vous voyez? Donc, je me permets de vous le dire parce que ça a complètement changé l'optique sur les femmes. Je veux dire, Valentina Tereshkova, elle a rendu service aussi aux femmes françaises. Oui. Non, mais Oui. il faut vous dire quand même qu'aux États-Unis, John Glenn, qui a été le premier cosmonaute américain, a fait interdire les femmes pendant 20 ans pour être astronaute américaine. Donc, si vous voulez, Valentina Tereshkova, moi je ne l'oublie jamais. Elle a été pour moi une icône. D'accord. Pour Ouais. ma génération, ça a été une icône. Et c'est vrai que ma génération, enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'en ai jamais entendu parler Bien sûr. avant les inédits de Beauvoir qui viennent d'être publiés. Et j'ai découvert dans l'inédit cette histoire Hein? Voilà, que vous je avez connaissais découvert pas. cette Oui, non, je ne Valentina connaissais pas non plus. Tereshkova. Et moi, ça a été, j'avais 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement la date exacte, si c'est 63 ou 64, je pense que c'est 63, mais j'avais 13 ans. Ah oui. Ma mère était une grande scientifique, donc pour moi, c'était normal. Oui. Mais en même temps, je pouvais en parler. Mm. On pouvait en parler. Et ce qui est quand même intéressant dans cette rupture que représentent les années 70 pour Beauvoir, c'est que précédemment, donc les mouvements féministes étaient réformistes et légalistes et massivement orientés sur un soutien aux politiques natalistes. Et c'est vraiment grâce à vous, au MLF, que Simone de Beauvoir va pouvoir se revendiquer comme une militante au sens plein, puisqu'avant elle ne pouvait pas vraiment s'identifier à ces... Oui, je voudrais Donc, justement lui rendre hommage pour dire que quand même, elle s'est battue toute seule. En 1949, Lucie. Ouais, Je c'est voudrais ça. quand même rappeler que personne ne la soutient, que Albert Camus l'a démolie, que tous les intellectuels français essayent de détruire sa relation avec Sartre parce qu'elle a publié Le Deuxième Sexe. Voilà, je veux dire, c'est quand même été... Et les interviews de Simone de Beauvoir à la radio en 1949, c'est extraordinaire. Parce qu'elle se bat, elle se défend, elle est toute seule. Elle est isolée dans son propre milieu intellectuel. Comme pendant l'Algérie. Et... Ah, c'est encore pire. Encore pire que l'Algérie. Non, c'est pire que Encore, l'Algérie. ouais, d'accord. Parce que Camus est foudrage. Ah oui. Mais à oui, ce point, mais oui. ouais. Donc, vous avez tous ces hommes de gauche, soi-disant ouverts, mais pas sur la question des femmes. Elle supporte tout, toute seule. Donc, quand nous arrivons, nous en 70, les filles du deuxième sexe, rien que le fait que nous soyons vivantes, que nous soyons là, combattantes, c'est un cadeau pour elles, magnifique. Oui. D'autant plus que c'est une période où, dans sa biographie, elle est relativement en difficulté. Oui, c'est en difficulté avec Sartre, avec la fille adoptive de Sartre. Enfin, c'est une période douloureuse pour elle. La rupture avec Nelson Algren, c'est une période douloureuse. C'est pour ça que je pense sincèrement que nous lui avons donné une deuxième jeunesse. En tout cas, moi je sais que parfois elle piquait des fous rires. Enfin, elle avait du mal à garder son sérieux quand je lui disais vous n'avez pas été assez féministe là, Simone, ça va pas. Je lui disais ça, mais c'était affectueux.
Vous comprenez? Elle le prenait bien. Elle l'a toujours très bien pris. D'accord. On est resté proches jusqu'à sa disparition 16 ans plus tard. J'ai beaucoup écrit sur elle aussi. Oui. Et donc, mais c'est pour vous dire, jamais elle ne m'a fait elle ne m'a jamais dit, Claudine, quand même, ça suffit, quoi. Et est-ce que vous avez eu une influence, vous avez pu sentir sur ses positions Non, ce que j'ai pu sentir, c'était que de la sortir de chez elle et de lui dire, Simone, il faut que vous soyez là, c'est important. Je pense, par exemple, vraiment, ça a été un moment historique pour nous et historique pour moi. C'est le Plessis-Robinson, l'occupation c'est moi qui l'ai organisé. Ah oui, c'est vous qui l'avez L'occupation. Donc, je peux vous dire que c'est bon. Mais pour vous dire, je lui ai dit, Simone, on viendra vous chercher à 8h30 dimanche matin. Ces filles, elles en ont besoin, elles vont être expulsées, enfin, on va fermer le centre et tout. Elle m'a dit, vous allez venir me chercher à 8h30 un dimanche matin, Claudine. J'ai dit, Simone, c'est vital pour ces filles. Et elles ont besoin de vous. Ah, bon, elles ont besoin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le contexte Oui, je vais vous raconter le contexte du Plessis-Robinson parce que c'est quand même une des choses les plus poignantes que j'ai vécues avec elle et qu'on a vécues ensemble. Alors voilà, le manifeste des 343, c'est en avril, c'est le 5 avril 71. C'est important parce que le MLF commence à exister à travers ce manifeste, mais ce n'est pas suffisant. Nous savons très bien que ce manifeste ne va pas changer, ne va pas obliger le pouvoir. N'oublions pas que c'est Georges Pompidou qui est au pouvoir, ce n'est pas la génération de Valéry Giscard d'Estaing qui va être le futur président. Oui. Il faut bien se sentir que c'est une génération qui s'en va, c'est la fin d'une génération. Donc, Georges Pompidou est très strict sur les questions féministes, et donc, nous essayons d'organiser des événements, nous agissons de manière assez spontanée, c'est-à-dire on réfléchit, on pense à telle chose. Nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un parti politique, ce qui permet une plus grande liberté de pensée, plus grande liberté de parole et plus grande énergie. J'insiste là-dessus. Donc, on nous apprend, il y a au Plessis-Robinson, il y a un foyer en haut d'une colline, absolument sinistre, entouré d'arbres, totalement isolé, où l'on parque, je dis bien l'on parque, des jeunes filles enceintes qui ont été automatiquement virées de leur lycée, de leur collège, parce qu'elles étaient enceintes. Ces jeunes filles sont toutes mineures et elles ont été, pour la plupart, violées par leur père, par leur oncle, par le meilleur ami du père. D'accord? Et là-dessus, les familles ne veulent surtout pas que qui que ce soit découvre que leur fille est enceinte, parce qu'à l'époque, c'est un déshonneur dans une famille. Donc, on va la parquer dans cet endroit où on les culpabilise et où elles ne pourront plus jamais retourner au collège ou au lycée. J'insiste, elles ne pourront plus faire d'études. C'est terminé. Et on les traite de manière comme en prison, avec la moralité, etc. Elles sont, c'est très important pour l'histoire, elles sont au premier étage, il y a un dortoir. Oui. Elles ont des petits lits, moi je les ai vus, hein, donc je vous parle de ce que j'ai vécu. Elles ont des tout petits lits très étroits. Alors quand vous êtes enceinte, c'est vraiment déjà, ce sont des lits de fer. Hein. Inutile de vous dire que quand vous vous allongez dessus, vous avez mal au dos en un quart d'heure. Donc, elles sont sur ces lits de fer et elles n'ont pas le droit de quitter le foyer du Plessis-Robinson que 2 heures le samedi après-midi. Elles sont en prison. Bon. Et quand elles se baladent, quand elles se promènent dans le Plessis-Robinson pendant ces 2 heures-là, les hommes, les passants, leur pincent le ventre en les traitant de mots injurieux que je ne vous rappellerai pas. Ouais. Donc, on se retrouve dans la situation où ces jeunes filles sont très déprimées et on arrive à ce qui s'est passé, qui a fait notre intervention, qui a tout changé sur l'opinion publique en France. Alors, l'une d'elles était amoureuse de son copain. L'une d'elles était amoureuse de son copain, elle ne l'a pas vu depuis 3 mois. Donc, les autres filles du Plessis-Robinson lui disent « Écoute, c'est pas grave, on va se mettre tout en bas dans la salle commune, on va faire du bruit, on va danser, on va faire des trucs comme ça, tu pourras discrètement rester seule avec ton copain et on va le faire entrer discrètement par une entrée secrète. » Enfin bon, donc elle monte un coup.
Seulement voilà, la directrice de l'école, la directrice du foyer est une femme très méchante. C'est vraiment, c'est vraiment une femme extrêmement méchante. Enfin, on s'est bien débrouillé, on s'en est occupé. Et elle a, non, mais on s'en est occupé. Oui, on lui a cassé sa, oui, vous allez voir ce qu'elle a fait après. Donc, très méchante. Je comprends que ça vous fasse rire, mais vous savez, n'oubliez pas, j'ai 21 ans. Je veux dire, ces filles, elles auraient pu être moi. Enfin, Oui, bien sûr. Tenue de l'âge. C'était à ça que je pensais. Elles n'étaient pas plus grandes que moi, je suis petite, j'étais pas plus grande qu'elles, pratiquement. Et donc, la directrice monte en courant dans le dortoir, au premier étage du dortoir, et découvre le garçon et la jeune fille. Du coup, la directrice appelle aussitôt le père, et qui n'est pas à Paris même, hein, elle appelle le père, et le lendemain, pour expulser sa fille, enfin je dirais, elle est expulsée, c'est des termes épouvantables, vous êtes la honte, enfin je vous passe tous les discours moraux. Et quand le père vient le lendemain, elle a des cheveux longs. Il prend elle est enceinte, hein, elle est vraiment enceinte. Il prend les cheveux, il la traîne par les cheveux, il la met par terre et il commence à lui taper dessus. Ouais. À ce moment-là, nous avions une assistante qui travaillait au foyer, c'est comme ça que nous l'avons su, Claude Lefebvre, qui a été formidable. Et Claude a essayé de s'interposer entre le père et la jeune fille qui était en train d'être tabassée par son père alors qu'elle était enceinte. Enfin, je veux dire, elle a essayé pour protéger cette jeune fille et la directrice a saisi Claude et lui a dit on ne s'interpose pas entre un père et une fille. Et elle a laissé la jeune fille enceinte se faire tabasser. Voilà. Alors, quand Claude nous a raconté ça le dimanche suivant, nous avons décidé d'occuper, et je voudrais vous raconter parce que c'est un moment historique en France. Donc nous avons décidé d'occuper le lieu. Nous leur avons suggéré, nous ne pouvions venir que le week-end parce que nombre d'entre nous travaillons, donc il n'y a pas de miracle. Donc on décide de faire ça un dimanche matin. C'est pour ça que j'allais la chercher à 8h30 du matin, même à 8h, je me demande si je peux aller à 8h. Et en fait, c'est passé la chose suivante. On leur a dit, essayez de dire, même si c'est pas vrai, que vous faites la grève de la faim à partir de jeudi soir, vendredi. Et que vous appelez au secours, que vous êtes... parce qu'ils étaient terrifiés par ce qui venait de se passer. La directrice en réaction, le vendredi, elle décide de fermer définitivement le foyer du Plessis Robinson et on envoie des télégrammes à toutes les familles en disant vos filles leur comportement est inadmissible, donc vous reprenez vos filles. Donc nous arrivons le dimanche matin, c'est cadenassé, c'est enfermé et il va y avoir quelques copines du MLF qui vont casser les chaînes, casser les... Ça a été... On est entré en force. Et là il s'est passé quelque chose, je vais vous raconter parce que c'était magnifique. Les filles nous attendaient, ces jeunes filles adolescentes. Elles connaissaient Simone de Beauvoir de nom, enfin c'était pas un acteur de cinéma, hein, Simone de Beauvoir. Donc je veux dire, elles n'avaient pas, c'était pas leur idole. Hein, bon. Et donc ces jeunes filles, nous étions venus avec deux journalistes de radio privée. C'était et qui naturellement avaient dit nous ne venons que s'il y a Simone de Beauvoir. Oui, il y a Simone de Beauvoir. Bon. Et là, quand les journalistes se mettent à côté de Simone de Beauvoir, elle fait comme ça. Elle prend un micro, et elle prend l'autre micro, elle leur dit « Donnez-moi vos micros ». Bon, alors les journalistes, ils obéissent, mais ils lui disent « Madame de Beauvoir, dans 1 minute, vous êtes en direct ». Oui, bah très bien, je suis en direct. Bon, d'accord, je vais être en direct. Bon, elle prend les micros et elle regarde des jeunes, elles ont 14, 15 ans, elles sont enceintes et tout, elles n'ont jamais passé à la radio, elles n'ont jamais passé à les médias. Et Simone de Beauvoir commence à leur poser des questions. Racontez-nous votre vie, racontez-nous ce que vous vivez, pourquoi nous sommes là, dites, etc. Et ensuite, ces jeunes filles, elles ont parlé avec un naturel, elles étaient tellement heureuses qu'on les écoute. Elles ont parlé avec un naturel extraordinaire, et puis ensuite Simone de Beauvoir reprenait les micros et dénonçait la société française contre ces pauvres filles, et puis ensuite, ça reprenait 1 demi-heure après. Et c'est-à-dire que la France s'est réveillée ce dimanche matin avec
des scoops toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, c'était extraordinaire. Et moi, je vois, pour vous dire combien ça a été un moment historique, pour moi, voir toutes ces gamines enceintes, qui auraient pu être de mon âge, enfin, je veux dire, qui étaient quasiment de mon âge. J'avais 21 ans. Elles en avaient quoi, 14, 15, 16, enfin, elles auraient pu être une petite sœur, enfin, c'était terrible. Je me disais, mais quelle chance j'ai à côté d'elles. Enfin, c'était poignant. Et tellement poignant qu'on avait voulu nous faire la réputation qu'on était des affreuses bourgeoises, etc. Comme d'habitude, on nous traitait, enfin, on était très doués pour nous dire du mal de nous. Et le lendemain, je croise la gardienne de notre immeuble. La gardienne de notre immeuble, j'habitais encore chez mes parents, et la gardienne de notre immeuble, elle ne m'adressait plus la parole depuis le manifeste. Hein. Donc j'étais vraiment... je créais le scandale, j'étais quand même un objet de scandale dans l'immeuble. Bon. Et là, la gardienne, elle était en train de passer le balai dans l'entrée de l'immeuble. Alors je lui disais très poliment « Bonjour madame » tous les jours, elle ne répondait jamais. Depuis le manifeste. C'est-à-dire un an avant pratiquement. Au moins quelques mois, c'est pas un an avant. Et là, je passe, je lui dis bonjour madame, et elle ne relève pas la tête. Elle continue à balayer pour que personne ne remarque qu'elle me parlait. Et là, elle dit, j'ai vu ce que vous avez fait hier. C'est bien. C'est très bien. Ouais. J'ai eu une amie qui a vécu ça. C'est bien ce que vous avez fait. C'est bien. Elle a relevé la tête. Oui, ouais. Ça vous paraît amusant, mais pour moi, oui. C'était bouleversant. Qu'elle ait relevé la tête, oui. Qu'elle m'ait dit ça, alors qu'elle ne m'adressait pas la parole depuis des mois. Je me suis dit, bon, ça commence à bouger. C'est ça que je me suis dit. Ce sont des petits... Le procès Bobigny, ça a été aussi comme ça. C'est-à-dire, petit à petit, on sentait que des petites choses... voilà, commençaient à apparaître. Que les graines commençaient à éclore. Ça a été pour moi un moment extraordinaire et Simone de Beauvoir a eu un rendez-vous au rectorat de Paris. Elle le raconte dans le livre, je veux dire. Elle le raconte, elle dit pas tout. Elle le raconte, en fait, elle dit qu'il n'y a pas eu de promesse de la part vraiment du rectorat de changer la condition que ces jeunes filles pourraient retourner. Mais c'est pas exact. Ah. Non, mais c'est pas exact, oui. Je veux dire. Elle l'a ressenti comme ça. D'accord. Ouais. C'est pas une critique à son encontre. Oui, bien sûr. Absolument pas. Elle essaie toujours d'être très honnête avec ce qu'elle dit. Mais en fait, elle a enclenché un mouvement extraordinaire. C'est que ces jeunes filles sont retournées à l'école, ont eu de nouveau une éducation, que l'on a réglé le problème et que le pouvoir tremblait. Que le MNF et que Simone de Beauvoir recommence. Parce qu'il faut vous dire que chaque parole de Simone de Beauvoir était répercutée dans le monde entier. Ah donc, oui, ça, non, mais on n'imagine pas. Donc, oui, je veux dire, c'était en tête du New York Times. Enfin, ah oui. Mais oui, elle était. On n'imagine pas ce que c'était. Elle était une icône, un peu une Gandhi, si vous voulez, comme Gandhi, vous voyez. Enfin, c'était vraiment Simone de Beauvoir à parler, quoi. Donc, c'était pour ça que j'ai relu le texte avant que vous veniez et je me suis dit non, mais quand même, ça a été plus fort que ça parce que on a fait la fête toute la nuit avec les jeunes filles. Vous savez, on est resté jusqu'à ce que Simone de Beauvoir soit reçue par le recteur. Et donc, Simone de Beauvoir a dit, parce qu'on avait des gardes mobiles qui encerclaient le foyer du Plessis-Robinson, et Simone de Beauvoir a dit, devant tout ce monde, de la police et tout ça, vous ne touchez pas à ces femmes. Alors, la police prenait ses ordres, on ne touche pas à ces femmes. Parce que sinon, Simone de Beauvoir, ben non, elle faisait une conférence de presse internationale et la France était une dictature. Ouais. Donc, ils tremblaient, hein. Il faut vous dire qu'ils avaient vraiment peur. Et donc, nous avons passé la nuit avec ces jeunes filles et on leur a dit, de quoi avez-vous envie? On avait apporté des sandwichs et tout ça. Et vous savez ce qu'elles nous ont dit? Elles nous ont dit, vous savez ce qui nous ferait plaisir? C'est de danser. Et donc, elles ont mis de la musique et on s'est retrouvés toutes à danser. Avec ces jeunes filles enceintes, c'était la première fois qu'elles respiraient depuis des mois. Et elles dansaient. Bon, elles étaient enceintes. Hein. Donc, je dirais, elles ne pouvaient pas danser comme des folles, mais
il y avait une joie, on a passé une nuit extraordinaire. Voilà. D'accord. Donc à chaque fois que vous faites un événement, vous convoquez Simone de Beauvoir, donc notamment dans l'épisode des Trois Marias aussi. Oui, au les Trois Portugal. Marias, la pauvre, Oui. c'est là où je l'ai culpabilisée à mort. Ah oui. Ça a été terrible. Oui, il y avait 3 jeunes écrivaines portugaises qui avaient écrit un texte sur la liberté, le plaisir physique, le bonheur d'aimer, et elles ont été arrêtées pour causer quelque chose, parce que c'était sous le régime fasciste de Salazar. Et donc, on a décidé de faire une manifestation dans chaque grande ville européenne et américaine, occidentale, le même jour, pour soutenir les Trois Marias. Et c'est là où j'ai dit à Simone de Beauvoir, Simone, ce sont 3 femmes, 3 écrivaines, enfin je veux dire, faut que vous soyez là, mais Claudine, Sartre et moi, nous avons prévu de partir nous reposer, parce que Sartre était un peu fatigué, Sartre n'était pas du tout en bon état, il était très, très fatigué, effectivement. Et donc, c'est là où je lui ai dit, mais enfin, Simone, il faut que vous annuliez vos vacances, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser ces femmes emprisonnées, elles ont besoin de vous. Et elle m'a dit, non, je ne peux pas, vous savez, Sartre n'est pas bien. Et à ce moment-là, je l'ai regardée. J'ai honte. C'est pas grave. J'ai honte parce que je C'est lui pas ai dit, grave. je m'en pardonnerai jamais, mais bon, Non, mais pas je me pardonnerai jamais. Je lui ai dit, enfin Simone, moi j'ai annulé mes vacances. Ben oui, j'étais innocente. Bon, voilà. Bon, voilà. elle n'a pas Rien annulé de- ses rien de très vacances, grave. elle est partie et nous avons fait une manifestation, il faut vous dire quand même, parce que je suis allée à la préfecture de police avec Simone de Beauvoir, où ça a été horrible. Enfin, ça a été très très agressif de la part de la police. Et nous avons réussi à faire une manifestation sur l'esplanade de Notre-Dame à 18h30. Je ne sais pas si vous mesurez ce que ça représentait pour bloquer tout Paris, parce que c'était vraiment l'heure de pointe. Ouais. Et nous avons fait une manifestation au flambeau, très beau, sans Simone de Beauvoir. Oui. Mais heureusement, quand même, la presse est venue, les médias sont venus, parce qu'il y en avait aussi dans d'autres pays. Et le pouvoir fasciste a lâché. Elles ont été relâchées, ça a été terminé, on y est arrivé. D'accord. Et notamment, alors je me souviens plus de la date, parce que j'ai pas retrouvé dans vos écrits, mais vous aviez aussi mené une action pour l'avortement, où vous étiez déguisé, habillé en jeune. Alors ça, mais ce sera, si vous le permettez, je vous raconterai un peu le procès de Bobigny quand même. Ah oui, bien sûr, oui. Parce que c'est quand même plus important. le plus important. Oui. Non, c'est juste pour plaisanter. C'était juste avant le décès de Georges Pompidou, en 1974. Donc on avait déjà, si vous voulez, l'ambiance avait déjà commencé à changer. On commençait à savoir qu'il fallait changer la loi sur l'avortement. Et donc il y avait la fête des mères, et Pompidou, Georges Pompidou recevait la mère la plus méritante, c'est-à-dire celle qui avait le plus d'enfants. Donc 11 enfants ou 12 enfants, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la copine de 60 ans, qui s'est déguisée en femme veuve pour un peu lire, et nous, on s'est déguisés en petite fille. Et on a descendu les Champs-Élysées pour aller vers l'Élysée, pour dire, mais non, nous avons la mère la plus méritante, elle a 60 enfants ou 50 enfants, la voilà, la mère la plus méritante. Et on est arrivé à Franklin Roosevelt, en fait, même pas jusqu'à l'Élysée. Et là, nous attendait, la police nous a encerclés et nous a emmenés nous a arrêtés tout de suite. Hein. Je veux dire, on était trouble à l'ordre public, hein. On était déguisés en petite fille. Je veux dire, on n'était pas en train de tabasser, de casser ou quoi que ce soit. Mais bon. Et donc, ils nous ont arrêtés, ils ont eu tort de nous arrêter. Et donc, ils nous ont arrêtés. Et ils ne savaient pas ce que c'était que le MLF. Donc ils nous ont arrêtés, c'était un certain nombre de paniers à salade, on appelait ça les paniers à salade, des petits camions policiers. Et on a fait le tour comme ça, parce qu'en réalité, le Grand Palais, vous connaissez le Grand Palais, vous connaissez le Grand Palais. Eh bien, le Grand Palais, c'est l'un des centres des commissariats les plus importants du 8e arrondissement. Simplement, il est en dessous. On ne le voit pas, donc on nous emmène au Grand Palais. Alors maintenant, quand je passe devant le Grand Palais, je pense toujours à notre arrestation. Et alors, c'était extraordinaire parce qu'ils n'avaient pas prévu une chose, c'est qu'on chantait beaucoup MLF.
On riait comme des folles et on chantait. On inventait des chansons, si vous voulez, aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à chanter à tue-tête et le commissariat il n'est pas immense. Ça résonnait partout. Les types, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient non mais je vous en supplie, arrêtez et tout. Et les policiers riaient avec nous. Et alors, bon, au bout de 2 heures où ils avaient eu des chansons, ils n'en pouvaient plus. C'était des chansons, on se moquait du président de la République, on disait tel type était pas beau, enfin je veux dire, on se moquait pas des policiers. Oui. Non. Mais on se moquait des hommes politiques. Et puis au bout de 2 heures, ils ont dit bon alors maintenant c'est 2 par 2, vous venez, et là ils ont eu tort encore. Ah oui. 2 par 2, vous venez, et on va vous donner vos pièces d'identité, bon, vous allez être autorisés à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déguisés toutes en femmes en train de s'embrasser, ma chérie, est-ce que tu veux passer avant moi, etc. Et les types disaient, et les policiers disaient, si vous continuez, je vais devenir homosexuel. Hein. Ouais. Non mais, oui, c'était un souffle de liberté qu'on n'imagine pas aujourd'hui, quoi. C'était vraiment, mais voilà. Et alors, on sort. On sort du commissariat sous le Grand Palais. Et à ce moment-là, on va à un café qui s'appelait le Colisée. Alors, le café et le Colisée, on est dimanche midi. Hein. C'est-à-dire, c'est le repas du dimanche de tous les bourgeois du 8e arrondissement. Avec papa, maman, grand-père, grand-mère, tout le monde est impeccablement habillé. Et nous, on arrive, même déguisés en petites filles, on arrive au Colisée, et il y a un coin du café. Donc, on s'installe et les serveurs nous regardent, ils sont en maître d'hôtel, hein. Ils sont en maître d'hôtel, donc ils nous regardent horrifiés, enfin, je veux dire, c'est... Puis à ce moment-là, il y a le maître d'hôtel qui va vers moi, bon. Et il me dit, mademoiselle, vous êtes du MLF? Alors je dis, bah oui, monsieur, oui, on est du MLF. Vous avez un appel téléphonique. Bon, alors, j'y vais. C'était Simone de Beauvoir, parce qu'on avait donné, on lui avait dit, on se réfugiera au Colisée, parce qu'elle avait dit, si vous êtes arrêté plus de 2 heures, je fais une conférence de presse. Déjà, et j'annonce toute la presse. Donc, c'est comme une mère, hein, protectrice. Bon. Donc, je raconte tout, puis je reviens, puis alors on éclate de rire comme des fois. Et à ce moment-là, le maître d'hôtel, le patron du Colisée, avec tous les BCBG qui étaient là, il vient et il me dit, mademoiselle, il faudrait quand même que vous disiez à tout le monde de baisser le ton et tout. Et à ce moment-là, je fais un lapsus extraordinaire. Je me dis, faut pas nous en vouloir, monsieur, mais vous savez, on sort de prison. Au lieu de dire qu'on sort du commissariat, je dis, on sort de... Vous savez, ça m'est sorti comme ça. Et à ce moment-là, il me regarde, mais vraiment horrifié. Il me dit, mademoiselle, quand on sort de prison, on ne vient pas au Colisée. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, l'ambiance. Oui. C'était pas l'ambiance d'un parti, quoi. Oui. C'était vraiment un mouvement, ça a éclaté de vie et d'énergie. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on raconte cette anecdote, mais en effet, pour revenir sur Bobigny. Bon, non, on va revenir quand même sur le procès de Bobigny. Oui, voilà. Bon. Alors, c'est moins drôle, Non, mais c'est pour vous dire qu'on s'est beaucoup amusé quand même. Il ne faut pas croire que les féministes, on passe notre temps à râler. La force de Simone de Beauvoir et son rayonnement, qui continue à être un rayonnement mondial, c'est qu'elle est une philosophe qui a mis en pratique ses combats dans la réalité quotidienne. Elle s'est intéressée sur les questions de société. Elle a lutté contre l'injustice, sa vie durant, pour la liberté, pour l'égalité, pour la sororité, mais surtout, c'est une philosophe qui met en pratique ses positions. Et pour moi, c'est ça une philosophe, ou c'est ça un philosophe. Ayant été militante depuis ma jeunesse, je me fatigue des philosophes qui nous font des belles déclarations théoriques, mais qui ne les mettent pas en pratique. Et je dis cela même pour les théories féministes. J'en ai assez d'avoir certaines théoriciennes féministes qui me font la leçon. J'ai envie de leur dire, quand vous occupez vraiment de femmes et aider concrètement des personnes en difficulté, reparlons-en. Oui. Or, j'ai vécu régulièrement le mépris de théoriciennes féministes. Ça vous est arrivé Ça m'arrivait et ça m'arrive encore aujourd'hui. D'accord. D'accord ? Ouais. Donc, je tiens à dire que
Il faudrait qu'elles se regardent dans la glace. C'est très bien qu'elles écrivent des beaux livres de théorie féministe, mais rien ne remplace le contact avec le concret. Oui, puis c'est honteux L'engagement. de peut-être avoir une sorte de mépris envers vous qui avez quand absolument. même. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est Simone de Beauvoir. C'est pour ça qu'elle est aussi connue, que sa parole compte. Parce qu'on sait qu'elle a mis en pratique ses combats. Elle a été une vraie engagée, elle a été engagée jusqu'à sa mort, jusqu'à sa dernière semaine, jusqu'à son dernier souffle en 1986. Elle n'a jamais lâché. Elle aurait pu lâcher, elle était célèbre, elle aurait pu simplement se contenter de ses lauriers. Non, elle s'est battue. Et elle s'est battue aussi pour les personnes âgées. Oui, ce que j'allais Vous dire. savez, Lucie, mon cadeau d'anniversaire pour mes 21, non, pour ma majorité, eh bien, Simone de Beauvoir m'a offert pour mon anniversaire La vieillesse. Son livre La vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il venait de paraître. Oui. 600 000 exemplaires vendus en quelques mois aux États-Unis. 600 000 exemplaires C'est immense, ouais. de La vieillesse. Un livre qui est une référence. Elle a écrit aussi Une mort très douce sur la mort de sa mère, sur la souffrance dans les hôpitaux. Et ça, Une mort très douce qui est une référence, Lucie, dans le monde entier. Et ça résonne avec votre expérience puisque vous avez accompagné Hélène de Beauvoir dans sa mort. Et justement, Beauvoir était très anxieuse du fait de sa propre disparition, de ne pas pouvoir aider sa petite sœur. Et donc vous l'avez entendu comme une forme de mission qui vous était... Et Simone de Beauvoir m'a dit un jour, on se voyait très souvent, hein, n'oublions pas, et sa sœur Hélène séjournait chez moi quand elle venait à Paris. Elle m'a dit, vous savez Claudine, je ne serai pas toujours là et Hélène est plus fragile qu'elle en a l'air. Et je ne serai plus là pour m'occuper d'elle. Et elle l'a dit de manière beaucoup de pudeur, elle rougissait en le disant. Et je lui ai répondu spontanément, mais moi, Simone, je serai là. Oui. Et c'est merveilleux puisque justement, ce qu'il faut rappeler, c'est que Hélène de Beauvoir et Simone de Beauvoir n'ont pas eu d'enfants. Et donc ça pose vraiment une question féministe de savoir quand une femme n'a pas d'enfant, justement, qui va être là pour accompagner. Mais je dirais qu'elles ont été des grand-mères fabuleuses, des figures maternelles et grand-maternelles, des grand-mères. Pour moi, elles ont été comme des grand-mères et des grandes-tantes ou des grandes-tantes, mais vous avez tout à fait raison de le dire, parce que elles deux n'ont pas eu d'enfants, mais elles ont eu plein d'enfants. En réalité, elles ont eu plein de filles. Qui leur ont rendu. Qui leur ont rendu, enfin on essaye en tout cas. Donc il y a une maternité finalement par-delà la reproduction. C'est la maternité, vous savez, moi j'appelle ça les grand-mères de cœur, des mères de cœur. Vous savez, dans la vie, il y a la famille de sang, avec lesquelles il y a des attachements très forts, mais il y a aussi la famille de cœur. Et au fond, Simone de Beauvoir, Hélène de Beauvoir et moi, on s'est retrouvés parce qu'on était... Moi, mes grands-parents, du côté de mon père, ils sont morts avant ma naissance, et du côté de ma mère, ils sont morts quand j'avais 5 ans. Donc, je n'ai pas de souvenir de grands-parents. Donc, je me suis créée... Ces figures. Je me suis créée une famille de cœur aussi, très importante pour moi. Oui. Et donc, cette question de la vieillesse, justement, surgit actuellement dans l'actualité avec la question des retraites, la question de l'euthanasie, de comment accompagner l'agonie dans la dignité. Et justement, ces livres de Beauvoir sur la cérémonie d'adieu, comme vous l'avez dit, Une mort très douce, et le texte théorique La vieillesse, sont peut-être des portes aussi, justement, puisque vous dites que Beauvoir était une pionnière aussi sur ce terrain et qui était... Elle était une pionnière sur ce terrain, et je voudrais vous dire quelque chose. Elle a dénoncé la manière dont on traitait les personnes âgées. Parce que, il ne faut pas l'oublier, on l'oublie un peu, mais de nombreuses personnes âgées en France sont dans une très grande précarité. Et j'insiste aussi là-dessus, sur le fait que pour les femmes, ce n'est même plus de la pauvreté, c'est la misère. Oui. Moi, j'ai connu des femmes que j'ai interviewées pour Simone de Beauvoir et les femmes aujourd'hui, qui avaient 45 € de retraite par mois, après avoir travaillé toute leur vie comme agricultrice, 45 €. Leur mari est mort, elles avaient 150 € de retraite par mois. Vous faites comment pour survivre?
on payait le gaz, l'électricité pour vous loger, pour vous nourrir. Il y a de nombreuses femmes en France qui sont dans la misère. Alors, il y a aussi les jeunes étudiants, des jeunes qui sont également dans des situations de grande précarité en ce moment, mais si on parle de la vieillesse, Simone de Beauvoir a dénoncé toutes ces manières de faire, et elle a montré aussi combien la vieillesse peut être un véritable naufrage, car les dernières années de Sartre que j'ai connues ont été un naufrage, puisque Sartre était devenu aveugle et qu'il ne pouvait pas dicter. Il en était incapable. Vous avez des écrivains qui arrivent à dicter. Oui. Lui ne l'a pas pu. Ne pouvait pas. Donc Simone de Beauvoir faisait tout pour leur enregistrer des interviews, des discussions, pour l'occuper. Mais en fait, ce sont des années, les dernières années de Sartre, ce sont des années d'une tristesse infinie. Oui. Et donc, ce qu'il faut rappeler, c'est dans l'édition Folio, vous avez à la fin un entretien, justement, où il y a des textes relativement, justement inédits, puisque nous avons des déclarations sur Sartre, sur sa sexualité. On peut voir du point de vue masculin, justement, ces tensions intérieures qui étaient propres à Sartre et qui sont, pour le coup, extrêmement modernes. Oui, très moderne. Mais Simone de Beauvoir, elle était très moderne et elle s'intéressait à toutes les oppressions. Enfin, je veux dire, elle disait qu'elle ne pouvait pas dormir vraiment bien tant qu'il y aurait une personne opprimée sur Terre. Et pour moi, le fait qu'elle est à la fois... Parce que je ne voudrais pas qu'on la réduise à ses écrits sur les femmes. Oui, bien C'est sûr. très important. Ça, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Mais c'est très bien, Lucie. Oui. Je vous en félicite. Vraiment, je vous en félicite et je vous encourage à le continuer. Et c'est difficile parfois de le Oui, faire. mais parce que... Oui, mais parce qu'elle a changé le monde. Oui. Elle a réussi à nous libérer. Donc, c'est normal aussi qu'on se tourne ça, mais c'est une grande écrivaine, elle a publié des romans. Et puis moi, personnellement, les livres qui m'ont le plus touchée dans mon adolescence, ce sont les mémoires. Oui. La force des choses et la force de l'âge. Parce que, véritablement, elle avait une vie... elle voyageait tout le temps, elle défendait des causes, elle défendait des personnes opprimées. Donc, vraiment, je voulais avoir une vie aussi passionnante que la sienne. Elle s'est battue contre les injustices jusqu'à son dernier jour. Pour moi, elle est un mélange de Victor Hugo et d'Émile Zola. C'est Victor Hugo et Émile Zola réunis. C'est-à-dire une des personnes les plus importantes de notre histoire. Et vous savez, il y a eu, pour l'enterrement de Sartre, il y a eu 200 000 personnes. Oui. 200 000. Pour l'enterrement de Simone de Beauvoir, il y en a eu beaucoup moins. 50 000 quand même. Oui. Mais je voudrais vous parler, et je vous ai sorti les photos de l'enterrement, je voudrais vous parler de l'enterrement, simplement de la mort, de la disparition de Simone de Beauvoir. Elle est morte en fin de journée. Le Monde m'a commandé 2 articles pour la nuit, que j'ai rendus à 6h du matin. Et Hélène de Beauvoir était à Los Angeles, à San Francisco, pardon, pour une exposition de ses peintures. C'était déjà la folie, vous voyez, c'était un peu chaotique. Ce n'était qu'un début. Parce que nous avons commencé, alors qu'il n'y a pas les téléphones portables, nous avons commencé à recevoir des coups de fil du monde entier, de femmes qui ont cassé toutes leurs économies pour prendre un billet d'avion pour venir aux obsèques de Simone de Beauvoir. Nous avons eu des Australiennes, 24 heures de vol, qui n'avaient pas un sou, qui sont venues, des Néo-Zélandaises. Nous en avons eu aussi de pays asiatiques. Nous en avons eu de Californie. Nous nous sommes retrouvés avec une quantité de femmes qui n'avaient pas beaucoup de moyens financiers et qu'il fallait loger. Oui. Et pour lesquelles il fallait trouver quand même des solutions. Donc, mais c'est pour dire que les obsèques de Simone de Beauvoir, ça a été un moment extraordinaire quand même. Avec toutes ces femmes du monde entier qui pleuraient. Et je voudrais vous montrer les photos. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes à l'hôpital Cochin et nous allons monter dans le corbillard, Hélène et moi. Ça, c'est Gégé Pardo, qui était une amie. Ça, c'est une cousine de Simone de Beauvoir et d'Hélène. Ça, c'est avec Hélène de Beauvoir, quand nous sortons du cimetière Montparnasse et nous sommes gênés par tout le monde.
Ça, nous sommes devant la tombe de Simone de Beauvoir, elle est là, tu vois, Oui. elle est là. Et Hélène de Beauvoir pleure dans mes bras. Voilà. Ce monsieur était adorable parce que c'était le monsieur des pompes funèbres. Et on voulait pas nous laisser passer, tu vois. Ah, Il y oui. avait la foule. Et Ouais. il a tout fait pour nous laisser passer. Or, il avait fait les obsèques de Sartre. Et il avait vu comment j'avais été tabassée, parce que moi j'ai été tabassée aux obsèques oui de Sartre. Ah, ça a été affreux. Par les policiers. Par les journalistes. Ah, par les journalistes. Ah oui. Bon, ça c'est la même chose. Voilà, donc ça c'est une très belle photo qu'on a vue sur le cinéma. C'est Hélène en train d'embrasser sa sœur dans le lien baiser. Je suis à côté d'elle. Je la trouve très belle. Elle est belle, ouais. Alors, j'aime beaucoup cette photo. Tu vois, ce sont des femmes qui sont venues du monde entier. Là. Wow. Ouais, elle est magnifique, celle-là. Elle est belle, ouais. Magnifique, hein. Tu trouves pas? Ouais. Lucie. Oui, très bien. Donc ça, c'était enfin c'est la même sur la place. Ça, c'est Hélène qui me fond dans les bras. Ça, c'est pour vous montrer la foule, mais attention, la foule, elle est par là. Hein. Oui, parce qu'après, on peut pas accéder. On peut pas accéder. C'est pour vous dire simplement. Nous avons chanté l'hymne du MLF devant la tombe de Simone.